leucodystrophie liée à LX avec maladie d'Addison, donc des glandes surrénales. C'est clair, le premier réflexe qu'on demande, c'est est-ce que ça se guérit? C'est sûr que ça a été une des premières questions. Ça peut aller de la perte de la vue d'un œil à une perte de force d'un côté du corps, ou seulement d'une main, ou seulement d'un pied. J'étais bien d'accord d'avoir une hernie discale ou n'importe, mais pas une sclérose en plaques. La myéline est une substance qui entoure nos nerfs. Elle agit comme un isolant pour assurer la conductivité et la sécurité des nerfs. C'est un peu comme ce caoutchouc protecteur autour de ce fil électrique. Si cette gaine est abîmée, on parle alors de démyélinisation et cela peut mener vers des maladies comme la sclérose en plaques. Nous sommes ici dans un laboratoire qui veut justement comprendre pourquoi les globules blancs, les acteurs clés de notre système immunitaire, attaquent la myéline. Ça, c'est pour faire des mots derived d'ici. Oui, exactement. Donc GM-CSF, IL4. IL4. Le plus simple, c'est d'utiliser une analogie. On peut prendre ce fil électrique. La myéline, c'est comme cette gaine de caoutchouc qui entoure ce fil électrique. Elle sert d'isolant et elle sert de protection à ces fils électriques qui seraient, dans notre cas, les prolongations des cellules nerveuses que l'on appelle les axones. Et si vous voyez, s'il n'y a pas de myéline, tel que c'est le cas ici, ces axones vont pas être isolés, ils vont être susceptibles à n'importe quelle petite attaque, ils vont faire des courts-circuits et du coup la conduction nerveuse se fera moins bien. Cette gaine isolante est produite par des cellules du cerveau qui font uniquement ce travail. Ce sont les oligo-androcytes. Elle est faite d'un mélange de lipides, donc de graisses et de protéines, permettant de protéger les axones. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, les nerfs communiquent mal entre eux et le cerveau peut donc perdre le contrôle sur différentes parties du corps. Alors les symptômes liés à l'absence de myéline sont très variés. Ça peut aller de la perte de la vue d'un œil à une perte de force d'un côté du corps, ou seulement d'une main, ou seulement d'un pied. Troubles sensitifs sous forme de brûlures, parfois très désagréables, ou de fourmis à différents endroits du corps. Perte de sensibilité, on a l'impression qu'on ne sent plus du tout ses jambes. Troubles sphinctériens, c'est-à-dire des problèmes soit d'incontinence urinaire, soit au contraire du fait qu'on n'arrive plus à aller uriner ou à aller à selle. Donc ça se manifeste vraiment sous énormément de formes différentes. Encore une fois, cela reflète le fait que la myéline est ubiquitaire, elle se trouve partout dans le système nerveux central, du sommet du cerveau jusqu'à la moelle épinière, et donc n'importe quelle atteinte de la myéline peut avoir différentes répercussions. Nous produisons de la myéline tout au long de notre vie, et lorsqu'elle est atteinte, on parle de démyélinisation. Les causes les plus fréquentes de démyélinisation sont les maladies inflammatoires auto-immunes, dont l'exemple numéro 1 est la sclérose en plaques. Elle touche une personne sur 1000 en Suisse. Avoir une sclérose en plaques va de pair avec quantité de deuil à accepter. C'est une longue évolution que je compare à une route jalonnée de tunnels. Béatrice Renz vit avec la sclérose en plaques depuis 40 ans. Elle fait partie des cas extrêmes, mais autant elle est fortement atteinte dans son corps, autant sa tête et sa joie de vivre sont restées intactes. Elle a voulu partager son expérience sous forme d'anecdotes dans un livre qu'elle dédicace aujourd'hui. Mon premier tunnel, c'est-à-dire la première poussée de ma maladie, fut spécialement lugubre, long, noir, impressionnant. Je ne voyais rien, je ne savais pas où j'allais sur cette route chaotante et pleine d'interrogations. Après d'interminables semaines, un jour enfin, tout à coup, la lumière et l'air libre. Puis je peux encore boire le coca. Béatrice Renz est un exemple de courage. À 17 ans, elle est un espoir du patinage artistique. Et c'est au sommet de sa gloire que ses jambes la lâchent. Elle va poursuivre ses études pour devenir hygiéniste dentaire, parfois en marchant avec une canne, parfois comme un canard. Elle ne sait toujours pas ce qui l'affecte, et ce jusqu'à l'âge de 23 ans. Avant la mise au point du diagnostic, on parlait de plus en plus de sclérose en plaques. Puis pour moi, de toute façon, la sclérose en plaques, elle ne me concernait pas. J'étais bien d'accord d'avoir une hernie discale ou n'importe, mais pas une sclérose en plaques. Et puis, ouais, quand on me l'a donné, ouais, c'était énorme. Là, vous recevez la gifle, on
pleine tête. Et puis, il y avait ça. Mais il y avait aussi l'autre côté, c'est que ouais, je me disais quand même, au moins, on le sait. Chez moi, ma chance, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut pour l'instant, vraiment au niveau corps, au niveau jambes, au niveau bras, etc. Au niveau tête, elle est intacte, comment dire. Ouais. Ça, à la limite, c'est fantastique pour moi, ou c'est ma grande chance. Ou c'est avec ça je peux travailler, je peux continuer ma vie. Je dis toujours, je m'organise complètement différemment qu'avant, mais je fais exactement la même chose. En fait, je regarde mon tableau, ma petite télévision, et puis je me dis, je écoute un livre, je mets en position cool, et puis je monte mes jambes, là, maintenant j'avance, puis je me mets en arrière pour bien être là en bonne position. Et tout ça, vous arrivez à contrôler avec votre tête, vos oreilles? Et puis tout ça, je fais avec ma tête, mon menton et puis mes oreilles. Voilà la porte, là. Comme tout un chacun, je n'ai aucun souvenir de quand j'ai commencé à parler ni à marcher. En revanche, j'ai le souvenir très marquant du souvenir où j'ai commencé à tituber. Parfois, en regardant défiler toutes les années écoulées depuis lors, j'ai envie de nous décrire, moi et ma sclérose en plaques, comme une marionnette suspendue par des fils aux bras et aux jambes. Quand on actionne la croix qui contrôle les fils, la figurine se met à bouger. Un premier fil attaché à l'une de mes jambes s'est cassé. C'était suffisant pour que je perde fortement l'équilibre dans tous les sens. Après quelques années, un deuxième fil s'est rompu, il reliait l'autre jambe. Au lieu de continuer à marcher, j'ai commencé à rouler à pied. Aujourd'hui, les fils reliant les bras ont lâché aussi. La marionnette, désarticulée, n'est plus manipulable et ses membres échappent à tout contrôle. Ainsi détachée, je suis libre et bientôt je vais voler. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien, merci. Depuis la dernière fois? Ça va un peu moins bien parce que ces 3 mois, j'ai eu vraiment de la peine à marcher. Aujourd'hui, les connaissances sur la myéline et la sclérose en plaques se sont grandement améliorées. Le professeur Renaud Dupasquier suit des centaines de patients dans l'unité neuroimmunologie du CHUV. Il tient à rappeler que la durée de vie d'une personne avec sclérose en plaques n'est pas plus courte que celle de la population générale et que les recherches ont déjà permis de grands progrès thérapeutiques dans ce domaine. D'accord, donc c'est cette jambe qui est très raide. Hein, Celle-là, oui. Effectivement, nettement plus que la gauche. Tout à fait. Donc ça c'est flexion. Extension. Le professeur Dupasquier partage la direction de l'unité neuroimmunologie avec la doctoresse Myriam Schloup, qui s'occupe également de faire de la recherche clinique afin d'améliorer les traitements de la sclérose en plaques. Les médicaments permettent aujourd'hui de réduire le nombre de poussées de 50%. Des études montrent aussi qu'ils peuvent freiner l'évolution de la maladie et qu'ils sont plus efficaces s'ils sont pris le plus tôt possible. Éviter la progression de la maladie, c'est à très long terme qu'on a visé ça. Et tout va dépendre, notre efficacité va dépendre du moment d'intervention sur le processus de la maladie. On sait qu'on est beaucoup plus efficace quand on commence tôt dans l'évolution de la maladie, d'où l'importance des nouveaux critères diagnostiques qu'on peut appliquer qui permettent, dans les premiers mois de la première manifestation, de la première poussée sclérose en plaques, de poser un diagnostic. À côté des traitements, les spécialistes cherchent à comprendre les causes de démyélinisation. Une des possibilités réside dans le virus Epstein-Barr, qui est l'agent de la mononucléose infectieuse, la maladie du baiser. Ce virus, associé avec un terrain génétique particulier, pourrait amener le système immunitaire à attaquer par erreur la myéline. Alors nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est effectivement comment les cellules inflammatoires de l'organisme se retournent contre la myéline, se mettent à attaquer la myéline comme s'il s'agissait d'un microbe. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de l'hôte se retourne contre son propre corps.
et là en l'occurrence contre la myéline. Et notre hypothèse est que ceci est favorisé par une mauvaise réaction contre ce virus Epstein-Barr. Donc c'est ici qu'est acheminé soit le sang, soit le liquide céphalorachidien des patients avec une sclérose en plaques, chez lesquels on va pouvoir faire nos recherches. La sclérose en plaques est la maladie touchant la myéline la plus commune, mais il existe plusieurs autres maladies de la myéline. Celle dont souffre le petit Théo s'appelle une adrénoleucodystrophie liée à l'X avec maladie d'Addison ou insuffisance surrénale. C'est une maladie génétique, orpheline, qui est très rare. C'est la seule leucodystrophie pour laquelle il existe un traitement à l'heure actuelle. Théo Matisse a grandi comme un garçon tout à fait normal. À l'âge de 8 ans, il ressentait beaucoup de fatigue, des maux de tête, et sa peau était très foncée. Après une semaine de tests au CHUV, le diagnostic tombe. En ayant vu l'IRM, on s'est tout de suite dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis là, ils ont posé le diagnostic, donc c'est adrénoleucodystrophie liée à l'X avec maladie d'Addison, donc des glandes surrénales. Alors, c'était assez particulier comme moment déjà de comprendre, parce que c'est un nom qui sort de nulle part. Et puis, ouais, c'était assez un choc, parce qu'on voyait que les toubibs, certains avaient la larme à l'œil, d'autres pleuraient. Voilà, donc on a tout de suite vu que c'était assez grave. Hein. C'est clair, le premier réflexe qu'on demande, c'est est-ce que ça se guérit? C'est sûr que ça a été une chose, une des premières questions. Et puis la chef neurologue, là, la neuropédiatre, elle nous a expliqué que oui, mais uniquement par greffe de moelle. Donc c'était un traitement extrêmement lourd. Et puis il fallait que certains critères soient remplis pour qu'ils puissent le faire. William, le petit frère, est le seul espoir pour Théo qui a besoin d'une greffe rapidement. Les docteurs lui donnent 6 mois à vivre seulement. William, heureusement, n'a pas le gène responsable de la maladie et il est compatible, tout s'enchaîne. On prélève de la moelle osseuse chez William et on fait subir une chimiothérapie à Théo. Mais cela a pour conséquence de faire progresser la maladie. Théo perd la vue et souffre aujourd'hui de désorientation spatio-temporelle. Il doit être continuellement accompagné. Mais 3 ans après la greffe, son état s'est aujourd'hui stabilisé, la maladie est stoppée. C'est vrai que Théo, la maladie, elle a dégradé au niveau de sa vue et de son orientation. Donc c'est des handicaps qui sont assez difficiles à cerner et à comprendre. Donc c'est pour ça qu'un peu au jour le jour, on essaye d'optimiser les choses pour lui, de comprendre des choses. Ce qui a changé, c'est peut-être pas dans l'organisation, ouais, c'est un peu dans l'organisation de la famille, c'est qu'il faut toujours l'occuper. Donc c'est qu'avec ses copains en dehors de l'école, on peut dire que c'est le néant, quoi. Donc lui, il a souvent des activités avec des adultes. Donc on part à la pêche, on va faire du vélo, on fait du vélo tandem en fait, du ski en le guidant en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? La grimpe, la pêche, le vélo, la course, le ski. Théo va à l'école normalement. Il va également 2 fois par semaine à l'école des aveugles à Lausanne. Et la famille Matisse est soutenue par la fondation Ella qui lutte contre les différentes leucodystrophies. C'est quoi votre philosophie aujourd'hui? Ce qui fait Théo, on essaye d'en rigoler. Ouais, de vivre au jour le jour. Vivre au jour le jour. Ouais. De vivre au jour le jour. C'est vraiment cette philosophie, profiter du jour, pas aller chercher plus loin, savoir ce qui va se passer, parce que c'est vrai, un jour ça va bien, puis le jour suivant, ça va pas, il n'est pas bien, tout d'un coup il a de la fièvre, il faut aller à l'hôpital, il faut consulter les infirmières. Voilà, il faut toujours se bagarrer pour voilà. Si c'est pas ça, c'est les assurances. Voilà, il y a toujours quelque chose. Il y a beaucoup de luttes administratives aussi. Ouais, donc profiter du moment présent. Du bonus de le voir encore parmi nous. Voilà. Que ce soit pour la sclérose en plaques ou les leucodystrophies, on ne connaît toujours pas les causes exactes qui perturbent la myéline et surtout, on ne sait pas quoi faire pour qu'elle se régénère. Beaucoup d'espoirs sont donc placés dans la recherche et dans les traitements qui permettent de freiner ou de stopper l'évolution. Les personnes malades ont donc un mot d'ordre,
vivre au jour le jour et éviter de penser à l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête. Attention la vitesse! Il existe plusieurs aides et traitements pour soulager les personnes qui souffrent de démyélinisation. La clinique bernoise de Crans-Montana accueille 200 à 300 patients par année qui souffrent de sclérose en plaques. Ils viennent travailler leur mobilité dans l'idée de rester autonomes le plus longtemps possible. C'est un appareil qui permet, au fond, de marcher avec moindre effort, étant donné que la personne est portée par l'appareil. Claude Vanet, bonjour. Vous êtes médecin-chef du service neurologie ici à la clinique bernoise. Quel genre de traitement vous offrez pour personnes qui souffrent de sclérose en plaques? Chaque personne qui arrive ici est examinée par notre équipe médicale, nos physiothérapeutes. Et à la fin de la première journée, on essaye de faire un bilan pour dire voilà ce qu'on a trouvé, mais monsieur ou madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous apporte pendant ces 2 ou 3 semaines que vous êtes chez nous? Et les gens savent très bien ce qu'ils aimeraient. Alors est-ce que c'est justement travailler l'équilibre? Peut-être voir est-ce qu'il y a un rollator, des cannes qui pourraient améliorer l'équilibre pour éviter des chutes, ou bien des personnes qui vont dire moi j'ai des fourmillements dans ma main et j'aimerais au fond qu'on m'en débarrasse, ou bien quelqu'un qui a un tremblement, qui aimerait de pouvoir couper la viande comme il le faisait avant. Quels symptômes l'inactivité peut-elle amener? Il y a une trentaine d'années, on était plutôt passif, on disait tu as une sclérose en plaques, reste au lit. Et là on a découvert que l'immobilité allait apporter un certain raccourcissement des muscles, raccourcissement des tendons. Et vous savez que les articulations y vivent par les mouvements. Et alors vous avez des articulations qui seront pas bougées ou moins bougées. Et ça favorise le développement d'arthrose. Et par ce biais-là, ce raccourcissement musculaire, raccourcissement des tendons, va aussi générer des douleurs. Les gens qui souffrent de sclérose en plaques ressentent aussi il y a parfois des troubles cognitifs, de la fatigue. Comment faire pour traiter ces symptômes? Alors, c'est pas un symptôme qu'on traitera facilement, étant donné qu'il faut que vous imaginez que vous avez des fibres nerveuses qui fonctionnent mal ou bien qui fonctionnent au ralenti. Et ça veut dire qu'au lieu qu'il y a une centaine de fibres qui font leur travail, il n'y en a plus que 20. Et c'est clair qu'il n'y en a plus que 20 qui font le même travail. Il y a une certaine fatigue qui en résulte. La fatigue, c'est vraiment quelque chose qui est souvent évoqué. Très souvent évoqué. On dit que 85% des personnes souffrant d'une sclérose en plaques se plaignent de fatigue. 50 disent c'est le symptôme qui me gêne le plus. Et c'est pas seulement une fatigue motrice pour se déplacer de A à B, mais c'est aussi une fatigue intellectuelle. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à être plusieurs heures derrière leur ordinateur. Ils auront la peine à écrire une lettre jusqu'à la fin. Enfin, c'est une fatigabilité qui se ressent dans la vie quotidienne et qui est invisible parce que les gens, on les regarde, ils ne sont pas paralysés et pourtant ils se plaignent de cette fatigue. Pour augmenter l'autonomie et la qualité de vie, le mouvement et l'activité sont essentiels. À la piscine de Sion, une physiothérapeute accompagne un groupe de personnes atteintes de sclérose en plaques. Et genou droite vers l'épaule gauche, inversement. La plupart fait partie d'une association valaisanne appelée les Battants. Des personnes autonomes qui se réunissent plusieurs fois par année pour faire différentes activités, pour partager. L'eau, on est en apesanteur quand on est dans l'eau, ce qui fait que justement on enlève tout ce qui est problème d'équilibre et puis on va pouvoir travailler beaucoup plus spécifiquement sur le renforcement musculaire, le cardiovasculaire. Demi-tour. Ça me permet de bouger mieux, de bouger plus vite peut-être, avec moins de déséquilibre. C'est le fait de se dire et d'être capable de faire encore quelque chose, d'avoir une activité physique, un peu de maîtrise de leur corps, de leurs émotions aussi, parce qu'au niveau moral, ça apporte quand même quelque chose.
et d'être avec des personnes qui comprennent leur situation et auprès de qui ils n'ont pas besoin de se justifier. Le groupe débattant est soutenu par la Société suisse de sclérose en plaques. Viviane Béraud-Pinot est l'une des assistantes sociales de cette société et elle fait des visites à domicile. Son soutien est très apprécié. Bonjour, madame. Ça va? Aujourd'hui, elle rend visite à madame Marclay pour régler quelques papiers avec elle. Les papiers dont on a besoin. Voilà, parce que donc vous avez toujours ces poignées qui sont fixées avec les ventouses. Oui. Les gens, ils peuvent venir avec des questions très diverses. Donc nous, on a à la fois un rôle de spécialiste dans le sens où on est censé pouvoir aiguiller les gens si nous, on n'a pas forcément les compétences à l'interne pour le faire. Je pense notamment à toutes les démarches qui seraient plutôt d'ordre juridique. Et puis pour le reste, nous, on fait pas mal de démarches au niveau des assurances sociales, donc évidemment principalement l'assurance invalidité, mais ça peut aussi être le deuxième pilier, la caisse maladie. Parce qu'on avait déjà regardé pour mettre éventuellement les poignées fixes. Hein. Oui, mais effectivement, si c'est la baignoire qui pose problème, pour rentrer, ça joue. Ça va encore. Ça mais il y a des jours où c'est très difficile. Et puis ça, mais il y a des fois où ça ne tient pas vraiment. Ça glisse avec toujours. Puis après, on fait ce qu'on appelle du soutien psychosocial, c'est-à-dire qu'on a aussi tout un pan de notre activité qui est vraiment plus de l'écoute, de la discussion, de reformuler, d'aider les gens finalement à reformuler des projets. Aussi à savoir ce qu'ils ont compris entre ce qu'a dit le neurologue, ce qu'eux ont compris par rapport à la maladie, au traitement, qu'est-ce que ça va avoir comme implication au niveau de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas à l'employeur. On m'a demandé, mais j'ai dit... La Société suisse de sclérose en plaques propose aussi des conférences et des séminaires. Et à partir de la fin du mois, elle ouvrira un service de conseil social mobile à l'hôpital de Martigny. Bon. Alors c'est gentil. Alors merci et puis vous n'oubliez pas quand il y a le certificat médical juste de me l'envoyer. Voilà, d'accord. Moi je vous renvoie les copies. C'est gentil. Au revoir. Merci alors. beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Retour du côté de la clinique bernoise. Ici, on propose aussi des soins avec des chevaux dans le cadre de séances d'hypothérapie. Les gens atteints de sclérose en plaques, que travaillent-ils avec l'hypothérapie? L'hypothérapie, les mouvements du cheval seront transmis sur le bassin du malade. Et les mouvements du cheval vont dans toutes les directions. Et ça rappelle un peu les mouvements que nous éprouvons quand nous marchons normalement. Et de voir le monde de 1,50 m au lieu de la voir depuis la chaise roulante, ça c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce que la rééducation permet de ralentir le processus de démyélinisation ou bien c'est plutôt pour soulager? Alors là, c'est une controverse. Nous savons que nous avons dans notre système nerveux des cellules souches, des cellules dormantes. Et c'est clair, on appelle ça la neuroplasticité, et l'idée de faire travailler des cellules, faire travailler le cerveau, notre moelle épinière, on va peut-être stimuler ces cellules qui favoriseront en tout cas une régénération partielle. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va compenser tous les déficits que cette maladie amène, mais des études montrent clairement, si vous avez un groupe de malades qui ne fait rien, avec un groupe de malades qui régulièrement fait des exercices, ceux qui font régulièrement des exercices, ils s'en sortiront mieux et ils auront en tout cas une évolution de la maladie qui sera peut-être un peu plus clémente. Quel serait l'avenir des traitements? L'avenir, ça serait au fond, la rémyélinisation. Ça veut dire qu'on sait, par exemple, chez le rat, vous pouvez injecter des cellules souches que vous avez imbibées avec différents engrais et ces cellules souches vont trouver leur chemin dans la moelle épinière et colmater les brèches. Ça veut dire refaire de la myéline ou refaire des cellules nerveuses. Et au fond, c'est le travail, ça c'est l'avenir. Ça veut dire que toutes ces maladies dites dégénératives, vous avez une destruction progressive, que ce soit des cellules grises comme Alzheimer ou bien des cellules dopaminergiques comme la maladie de Parkinson ou bien la sclérose en plaques. Ça veut dire qu'on remplace les cellules nerveuses par justement des cellules souches. Claude Vanet, merci beaucoup. Merci.
Il y a l'équivalent de ce type de clinique dans d'autres régions? Oui, il y a à Valence, c'est dans le canton. Les personnes qui souffrent de leucodystrophie ou de sclérose en plaques mettent beaucoup d'espoir dans la recherche. Car pour l'heure, même si les traitements permettent de freiner l'évolution de la maladie, il n'est pas possible de la guérir ou de la stopper. En attendant, plusieurs associations sont actives et peuvent apporter un soutien précieux aux personnes qui souffrent de ces maladies. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette thématique, vous pouvez aller sur notre site internet. Bonne semaine.